Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine ne dispose que d'un budget de 15 milliards alors qu'il lui faut 30 milliards de francs CFA pour résoudre le problème de l'insalubrité. Comment faire? Où trouver les ressources? La réponse dans votre journal. Après les résultats du CEP, les examens du BEPC, place au bac. Comment les candidats préparent cet examen? Sont-ils prêts, en tout cas seuls ou en groupe? Chacun a sa technique. Au Ghana, les autorités tentent de freiner la ruée vers l'or. À coup d'arrestation et d'expulsion, le Ghana cible désormais les Chinois. Bienvenue dans votre édition. Sachez déjà qu'il y a eu Conseil des ministres ce matin. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Elle a porté sur la vie de la nation. La synthèse de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Une table ronde a réuni hier au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères des représentants de l'Union européenne et des membres du gouvernement ivoirien. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique, vise à permettre aux différents acteurs d'échanger de façon directe sur des sujets d'ordre politique, économique et social. Léon Brou. Forum de discussion entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour constater les avancées politiques. L'un des objectifs fondamentaux de ce dialogue politique est d'inviter les décideurs à une meilleure prise de conscience au plan national et régional. Pour le chef de délégation de l'Union européenne, plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Parmi ces questions, le volet sécuritaire figure en bonne place. Le maintien de l'ordre dans ce pays revient aux forces de police ou de gendarmerie dans les zones rurales et pas à l'armée, donc ce n'est pas le rôle. Donc il faut aussi qu'on voit un peu plus comment les perspectives vont se concrétiser pour que la montée en puissance du rôle des commissariats de police ou des gendarmeries permette le retrait des FRCI des tâches de maintien de l'ordre qui ne sont pas des tâches normales pour une armée dans un pays. La prévention, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et une justice impartiale constituent également des centres d'intérêt pour ce dialogue politique. Les jugements doivent se tenir dans un délai raisonnable. C'est question de respecter les droits de l'homme fondamentaux. Donc il y a là aussi des sujets sur lesquels nous souhaitons et nous avons un dialogue politique avec la Côte d'Ivoire. Encore une fois, tout en sachant que ce sont des sujets compliqué. Dans le cadre de la 3e session du dialogue politique, plusieurs rencontres sont prévues pour un approfondissement du partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire pour l'émergence. Une délégation d'une banque internationale basée en Afrique du Sud veut investir en Côte d'Ivoire. La délégation a été reçue ce matin par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Léon Brou pour plus de détails. Le groupe HSBC intéressé par l'Afrique francophone. Sa première destination, la Côte d'Ivoire, pour la place stratégique de ce pays dans la sous-région. La délégation de ce groupe de banques l'a exprimé au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce matin lors de l'audience pour examiner les offres d'investissement de la multinationale en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de plusieurs projets d'infrastructure, les routes, les chemins de fer, l'énergie principalement. Nous allons revenir vers lui avec certaines propositions. Premier groupe mondial de banques, le groupe HSBC est présent en Afrique subsaharienne depuis plusieurs années avec une participation chiffrée à des centaines de milliards de francs CFA. Sa représentation est basée en Afrique du Sud. Et puis le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, est au Sénégal. Soro Guillaume a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite sénégalais par le président Macky Sall. Le Fonds de solidarité africain est un instrument au service du développement économique et social des 13 États membres. Hier, mardi, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce projet de loi autorisant le président Alassane Ouattara à ratifier l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité. Léon Brou. Échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, sur les 30 milliards coût du projet, le Fonds de solidarité africain contribue à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est la dernière intervention de ce fonds d'aide au développement en Côte d'Ivoire avant la modification de l'accord régissant le FSA pour l'adapter aux défis nouveaux de financement des 13 États membres.
En sollicitant l'autorisation de l'Assemblée nationale pour la ratification par le chef de l'État de cet accord révisé, le premier responsable de la diplomatie ivoirienne a expliqué les performances du FSA nouveau. Favoriser la croissance en injectant des capitaux dans l'économie ivoirienne au moyen de la garantie financière et autres techniques d'intervention, notamment la bonification d'intérêt. La bonification d'intérêt permet, si vous voulez, d'atténuer le coût de l'intérêt à payer par l'emprunteur. Donc c'est un fonds qui participe à cela et ça permet d'avoir en effet de levier beaucoup plus de ressources et donc d'avoir un engagement plus fort et donc de contribuer, si vous voulez, à financer les projets au profit des PME, au profit également de l'État lui-même. Des explications claires qui ont suscité l'adoption par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du projet de loi sur le protocole révisé du Fonds de solidarité africain. Reste l'acte du président de la République et la Côte d'Ivoire sera le 8e État membre à ratifier le protocole nouveau du Fonds de solidarité africain dont elle est l'actionnaire majoritaire à ce jour. Ce communiqué relatif à la visite du président dans le district des Savanes, dans le cadre de la visite de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire dans le district des Savanes, M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convie tous les ressortissants de la région du Thiologo à une importante rencontre le samedi 15 juin 2013 à 10 h à l'hôtel du Golfe. Ordre du jour, point des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans le Thiologo. La présence de tous les fils et filles du Thiologo est vivement souhaitée. Le conseil d'administration du FMI réuni la semaine dernière a décidé d'ouvrir encore une fois ses caisses à l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 37 milliards de francs CFA pour accompagner le pays dans sa relance économique. Adama Kone. La Côte d'Ivoire récolte les fruits de la 3e revue du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international, FMI. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, tenu le 7 juin dernier, a accordé au pays un prêt de 74 millions de dollars, soit 37 milliards de francs CFA, pour la conduite de son programme triennal signé en 2011, portant le total des décaissements à près de 197 milliards de francs CFA sur un montant global de 308 milliards de francs CFA. Le prêt approuvé le 7 juin est la conséquence de la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Sur place, du 13 au 27 mars dernier, le FMI avait pu se rendre compte des performances réalisées. Croissance vigoureuse, inflation maîtrisée, perspectives optimistes. Tous les critères de performance et 4 des 5 repères indicatifs à fin décembre 2012 au titre de l'accord ont été respectés, avait souligné le sous-directeur du département Afrique du FMI, Michel Lazare. Il faut 30 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de l'insalubrité, mais le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine ne dispose que d'un budget de 15 milliards de francs CFA. Alors, comment faire? Où trouver les ressources? Le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est en séminaire à Grand Bassam pour réfléchir sur toutes ces questions. Le point avec Herman Niamé. Les ordures pourront-elles un jour quitter les rues d'Abidjan? La question mérite d'être posée au regard des dépotoirs constatés ça et là dans le district d'Abidjan. Comme ici au marché Jean Folly dans la commune de Port-Boué, malgré les immondices, les transactions commerciales se passent en toute quiétude. Personne ici ne se soucie des odeurs et des dangers qu'ils représentent. Ça nous dérange, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas où on va partir. C'est déjà là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Le marché est très sale. Et la nourriture, tout ça là, en tout cas, ça ne donne pas la santé. Parce qu'à nos jours, à l'hôpital, les maladies sont remplies. On ne sait pas où les maladies quittent. Autre lieu, même constat, Makori Grand Marché. Ici encore, les ordures pullulent dans les rues. Automobilistes et piétons circulent dans l'indifférence totale. Mais qu'est-ce qui explique cette présence quasi permanente des ordures dans les rues d'Abidjan, malgré l'existence de structures en charge de la gestion des déchets? C'est tout le sens de ce séminaire initié par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Notre capacité de financement est aujourd'hui à 15 milliards
au niveau du Fonds de financement des programmes de salubrité, nous avons besoin du double pour pouvoir répondre aux attentes de la population. C'est pour ça que nous invitons tous les acteurs impliqués dans le processus de recouvrement et de mise à disposition des fonds alloués à la filière des déchets. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable souligne que des actions sont menées par l'État pour résoudre la question de l'insalubrité. Le FFPSU nous permet de financer à peine 15 milliards. Les 15 autres, il faut les trouver au niveau du budget de l'État. Il faut donc que nous puissions faire preuve d'imagination. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine tire ses ressources de la quote-part des contributions foncières, des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe spéciale sur les sachets et sacs en matière plastique, des subventions de l'État, de la taxe de la salubrité et de protection de l'environnement. Mardi, vous le savez, des rumeurs de rafles malheureusement se sont répandues sur toute l'étendue du territoire national. La police nationale dément cette rumeur. Les autorités policières rassurent donc la population et les invitent à vaquer tranquillement à leurs occupations. Selon la police, c'est une fausse alerte dont l'objectif est de créer la psychose au sein des populations. Les réactions sur le terrain avec Kwasi Mamadou. Plateau d'Okuyi, dans la commune de Cocody. Ici, l'on se souvient encore de la nuit du mardi 11 juin au mercredi 12 juin 2013. Ils envoyaient des messages soit disant que il y avait couvre-feu à 22h. Ils allaient rafler tout le monde à 22h. Pièce ou pas pièce, on te prend. Ça nous pénalise parce que quand c'est comme ça, les clients ils rentrent, rien ne marche et les enfants souffrent. On s'est vu obligé de dire à nos clients d'entrer à la maison pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Donc on a fermé à 21h30 ici au niveau de la poste. Ça nous a empêché même d'avoir notre recette. Donc, si ça continue, c'est pas bon. On a vécu des situations déjà très difficiles et avec cette psychose-là, l'Ivoirien même chez lui, il a peur. Arrêtez de divulguer ces fausses rumeurs. Si pour certains, les opérations de rafle ont été une rumeur, d'autres soutiennent que c'est une réalité bien avant la date du mardi 11 juin. Il y a un client qui est venu, une personne qui n'était pas véhiculée et il a été embarqué par les forces de l'ordre. Et on n'a rien compris. On a même des serveurs qui ont fini vers 21h, 22h, ils partent à la maison. Ils ont été raflés. Habituellement, les gars passent ici. Mais comme il y a une femme qui vend à PF ici, là, les gars ne s'arrêtent pas. Mais devant, là, jusqu'à arriver devant l'église, on prend les gens. Même il y avait un ami aussi, mais lui-même c'est un coiffeur. Lui-même, il l'a attrapé devant chez lui. Il était en culotte, il était allé payer la nourriture. Puis bon, l'enfant l'a attrapé devant chez lui. Il a monté sa pièce avec son permis. Il dit, il ne veut rien comprendre. De monter, dans ça, il a monté. Ils sont partis à lui, ils sont arrivés juste un peu devant. Il a payé les 1000 francs. Puis bon, ils ont continué le chemin. Le directeur général de la police nationale rassure. Il invite les populations à collaborer et à vaquer librement à leurs occupations. Il y a 3 numéros qui sont mis à disposition. Il y a le 110, le 111 et le 170. Si d'aventure, vous voyez quelqu'un qui pose des actes de ce genre, appelez à ces numéros-là. Et nous serons prêts à les prendre et les sévir. Il n'est pas normal qu'un Ivoirien, surtout un policier, aille prendre l'argent à des personnes sous prétexte qu'il est en train de faire des rafles. Si c'est des vrais policiers, ils seront sanctionnés sur le plan disciplinaire. Mais si c'est des faux policiers, ça veut dire qu'ils ont outrepassé le droit. À ce moment-là, on sera obligé de les faire différer. Je rassure pour dire que la rumeur, elle est fausse. Nous n'avons pas initié des opérations sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Tous ceux qui font des messages dans ce sens, si on les interpelle, ils seront mis à la disposition du procureur de la République pour que le droit soit dit. L'identification des numéros téléphoniques devrait permettre à la police nationale de remonter aux sources des SMS qui créent la psychose au sein des populations. Ces rumeurs de rafles, il faut le dire, malheureusement, se sont répandues dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. C'est le cas de la région du Béquet, suivant cet élément de Charles Tato. Les populations de Boaké ont déserté mardi les rues à la tombée de la nuit, du fait de la folle rumeur sur des prétendus rafles dans la ville. Intox ou réalité, le préfet de région Akakone, entouré des grands commandements de défense et de sécurité, est monté au créneau, appelant au calme. S'il doit y avoir couvre-feu à Boaké, c'est les autorités militaires en rapport donc avec le préfet que nous décidons d'un couvre-feu en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Nous sommes là, le commandant de la Légion de gendarmerie, le commandant de la région militaire, le préfet de police,
ils sont tous là et ils veillent au grain. Les populations sont donc invitées à vaquer à leurs occupations sans aucune crainte. Retenez que c'est une fausse alerte. La police nationale demande cette rumeur de rafle. Elle rassure donc la population sur l'ensemble du territoire et les invite à vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est la période des examens de fin d'année. Après le CEP et le BEPC, place au baccalauréat. Mardi prochain débutent les épreuves orales du bac. Comment les candidats se préparent? Sont-ils prêts? La réponse dans ce reportage de Christelle Menant, commenté par Marie-Laure Ngoran. Après le CEPE et le BEPC, ils sont plus de 200 000 candidats à affronter les épreuves du baccalauréat la semaine prochaine. Les programmes sont achevés et pour être admis, chacun se prépare à sa manière. On bosse 24 heures sur 24, on se remonte avec du café ou autre excitant pour mémoriser au maximum. Certains, plus sereins, profitent des derniers jours pour réviser simplement. Il y en a qui préfèrent réviser seuls. Question de concentration, disent-ils. Je préfère de temps en temps bosser seul. Parce que souvent, il faut être seul pour améliorer, pour essayer de voir certaines connaissances que vous avez vues ensemble en groupe. Donc souvent, j'essaie de bosser seul pour voir si ce qu'on a fait ensemble, ça marche ou pas. Quand une partie a la chance d'avoir des cours de soutien ou un répétiteur à domicile, certains font face à des difficultés dans la préparation de leurs examens. Travailler à la maison, c'est un peu étrange chez moi parce que j'ai mes neveux qui sont là, souvent ils font des bruits. C'est pourquoi je rejoins mes amis, aller essayer d'échanger avec eux, on échange des idées, et voilà. Enfin, on retrouve des bonnes choses. L'examen de fin d'année, dit-on, se prépare dès la rentrée scolaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Concernant les examens, il y a certains élèves qui sont consciencieux. Dès le début d'année, ils approchent le professeur pour avoir un meilleur encadrement. Par contre, il y a d'autres qui attendent toujours au dernier moment. Quand ils sentent que l'examen approche, c'est maintenant qu'ils se mettent au travail. Et ce faisant, ils font ce qu'on appelle communément le décapi. Et avant même que l'examen arrive, certains tombent malades, ce qui est vraiment déploré. Donc, ce faisant, nous qui sommes les professeurs, on leur donne des conseils, juste que le décapi n'est pas recommandé, qu'ils doivent vraiment savoir étudier pour ne pas avoir des problèmes juste à l'approche de l'examen. Les élèves du BEPC entament les épreuves ce 11 juin avant le baccalauréat général le 18 juin. Les résultats sont attendus pour le BEPC le 1er juillet et le bac le 15 du même mois. L'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire vient d'obtenir la certification ISO 9001 révision 2008. La cérémonie de remise de la certification s'est déroulée à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Marie-Laure Ngoran, une fois encore sollicitée. L'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, première école ivoirienne à être certifiée ISO 9001 version 2008. Pour la cérémonie de présentation et de remise officielle de la certification, tous sont réunis. Personnel de la Chambre de commerce et d'industrie, plusieurs personnalités, dont le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. L'école pratique de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec cette certification, veut se positionner comme une école de référence dans la sous-région, une école qui assure l'adéquation entre la formation et l'emploi. La norme ISO 9001-2008, qui est devenue la référence internationale des exigences en matière de management, est l'une des plus connues et est mise en œuvre par plus de 800 000 entreprises dans 162 pays. Direction Mankono, où les meilleurs élèves ont été célébrés. C'est une grande première depuis la fin de la crise post-électorale. Une cérémonie initiée par la Mutuelle de développement de Mankono, qui a pour président M. Tamela Vagbama. Cérémonie qui a eu le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Ibrahima. Le point avec Djarasouba Larsen de RTI Boaké. 145 lauréats, dont 31 filles des 10 établissements secondaires publics et privés de la région du Béré, ont été récompensés par la Mutuelle de développement de Mankono, la Mudembéré. Kits scolaires, diplômes et dons en espèces leur ont été distribués. Ce sont les majeurs de classe ayant obtenu une moyenne annuelle entre 13 et 19. Les initiateurs de cette journée d'excellence ont exhorté les élèves à la culture de l'excellence. Nous nous sentirons suffisamment honorés si nos enfants épousent l'excellence comme viatique, comme les provisions
pour ce long parcours qui sont encore devant eux. Les lauréats n'ont pas caché leur satisfaction, surtout Traoré Anna Fatoumata, lauréate des lauréats, 11 ans, en classe de 5e 7, avec une moyenne de 18,8 sur 20. Je suis très contente. Je veux aussi que les autres élèves continuent de bosser pour être excellents l'année prochaine. Des établissements scolaires et des services de l'administration locale ont reçu 10 ordinateurs du ministre Cissé Ibrahim Bakongo, président de la cérémonie. Ces dons ont été remis par son représentant, le professeur Koulibaly Lanciné, vice-président de l'université Nangui-Brogoa. 332 ouvrages ont été également offerts au lycée municipal de Mankono. Au total, ce sont environ 10 millions de francs CFA que la MUDEM a décaissés pour la promotion de l'excellence dans la région du Béré. Cette séance de formation sur les pires formes de travail des enfants, formation initiée par l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, en partenariat avec la société Cargill. Il s'est agi d'expliquer aux agents de l'ANADER les normes du travail des enfants. Thérèse Tapé-Yoboué. Ici en 4e, ici, je donne beaucoup facilement. 16 ans, nous avons perdu notre papa. Bon, mais nous nous arrangeons pour s'occuper de notre plantation pour pouvoir aller à l'école. Effectivement, il n'est pas interdit que l'enfant travaille pour sa socialisation. L'enfant de 5 à 18 ans peut arroser, désherber les pépinières. Par contre, il y a des travaux à bannir chez les enfants. Par exemple, porter des charges lourdes, abattre des arbres, brûler les champs, manipuler les produits agropharmaceutiques. Des travaux avilissants, dangereux. Ces sujets étaient au centre d'une formation initiée par l'ANADER en partenariat avec la société Cargill à l'intention des chefs de zone ANADER. Il était bon que nous puissions avoir cette formation pour que nous puissions sensibiliser nos parents pour que ceux-ci puissent utiliser les enfants dans la production cacaoyère. Il faut les utiliser dans les conditions normales. Au total, 36 agents des zones ANADER ont suivi cette formation. Il s'agit en fait d'amener le paysan à comprendre qu'il y a des normes qu'il faut respecter pour utiliser les enfants dans les plantations. Le Fonds de développement EVA, c'est la structure de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel. Ce fonds va aider cette année plus de 13 000 planteurs à acquérir des plants grâce à des subventions mises à leur disposition. En cette période de grande pluie, des sessions de formation sont organisées. Le point avec Victorine Yaoyoboué. L'opération est à la fois nouvelle et particulièrement intéressante. La réalisation de pépinières de bananiers par des pépiniéristes d'EVA. Dans le département de Grand Laou, sur les terres du village de Dongbo, Kazmi Lakba est un pionnier de l'association des cultures. En réalité, ici, c'est un site de production de pépinières d'EVA. Maintenant, la banane, c'est une expérience que nous avons commencée depuis quelques temps. Pour le moment, ça se passe très bien. Ce producteur de semences d'EVA, avec le clin d'œil qu'il fait désormais à la culture de bananier, se donne les moyens du succès. Sur mon site, j'utilise 20 travailleurs avec un chef d'équipe. Et puis, j'ai 150 à 200 travailleurs contractuels, qui sont généralement des femmes. Avec la banane, j'ai ajouté 5 personnes, 5 permanents, qui s'occupent uniquement de la banane. Ce programme de culture associée EVA Banane est le fruit d'un partenariat entre l'association des professionnels du caoutchouc naturel à Promac, à travers son fonds de développement EVA FDH et le WAP, en vue de garantir la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le WAP finance la production de raisin de banane, mais elle n'a pas un réseau installé. Donc nous on a dit, bon, on vous offre notre réseau de pépiniéristes, parce qu'ils savent déjà produire en système irrigué, donc très rapidement, ils peuvent produire les raisins de banane de façon plus rapide. Le planteur d'EVA qui vient pour acheter ses plants, automatiquement, il a sur le même site des raisins de banane dont il a besoin aussi pour aller mettre en association de ces EVA. La Promac, à travers le FDH, sa structure de promotion de l'EVA culture, veut s'engager par ce genre d'action dans de nobles combats. La lutte contre la pauvreté et la bataille pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire.
Comment s'inscrire dans une perspective de la conquête de marché mondial? Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, en collaboration avec la Commission nationale de l'AGOA, organise à cet effet un séminaire de renforcement des capacités des acteurs du secteur. Honorine Aingouri. La mondialisation de l'économie et l'avènement des TIC ouvrent de nouvelles perspectives à tous les produits et plus particulièrement à ceux de l'artisanat qui sont de plus en plus demandés sur le marché international. Ce séminaire consiste donc à perfectionner les artisans en matière de production et de conditionnement en vue d'une meilleure qualité des produits et techniques de commercialisation tant sur le marché national qu'international. Il s'agit surtout de les amener à contribuer au développement et à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Nous estimons que dans le cadre de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA, les produits de l'artisanat peuvent nous servir pour profiter des avantages de l'AGOA. Pour les artisans qui contribuent à hauteur de 12% dans l'économie ivoirienne et représentent 40% de la population active, ce séminaire est le bienvenu. Ce séminaire, nous pensons qu'il est venu à point nommé. Nous pensons que ce séminaire pourra corriger les lacunes que nous avons pour l'exportation de nos produits artisanaux. Bon, actuellement, si on ne peut pas 2 ou 3 clients par jour. Ça dépend des jours. Mais il y a des jours où on n'a même pas de clients. On n'a même pas un seul client. C'est ce qu'on prend pour s'occuper de nos familles. La Côte d'Ivoire, déclarée éligible à l'AGOA, a obtenu son éligibilité pour cette année 2013 avec la possibilité d'exporter plus de 6400 produits sur le marché américain, dont des produits d'artisanat. Les fonctionnaires ont voté dimanche dernier leurs délégués régionaux, 300 délégués retenus à l'issue du scrutin. La MUJEFSI fait le point. Douad Lazer pour plus de détails.